Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. Bonjour à vous, chers auditeurs de Dolos FM, vous qui nous écoutez à travers Zoé Channel ou alors YouTube ou sur Facebook. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition spéciale Ce Focus avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Nous sommes là pour parler de l'histoire d'un continent, le continent noir qui est l'Afrique. L'Afrique qui a connu des hauts et des bas avec notamment la traite négrière, synonyme aussi d'esclavage. Cet esclavage a jusqu'à aujourd'hui des conséquences très graves sur le développement humain, le développement économique et également au niveau de la société des États d'Afrique. Nous allons donc en parler avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet ce jour, la traite négrière, ses causes, conséquences, les origines, l'impact. Je vais d'abord dire bonjour révérend prophète Ferdinand Ekanet. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Daniel et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à l'aspirante Bogmis Emmanuel qui nous accompagne en ce moment dans ce studio. Bonjour Daniel Kadjob, bonjour révérend prophète. Bonjour. Bon, tout d'abord nous aimerions commencer avec c'est quoi la traite négrière. Nous aimerions connaître ses origines, de quand est-ce qu'elle date. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet? Déjà il faut dire que la traite négrière a été une fatalité pour l'Afrique. La traite négrière, ou encore appelée la traite des Noirs, est le commerce des esclaves noirs transportés de l'Afrique vers le Moyen-Orient et l'Amérique. C'est une tragédie humaine, comme je le disais. Elle a débuté au 9e siècle par les Arabes et ensuite au 16e siècle sous la tutelle des Européens et a duré pendant 4 siècles, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle. Malgré son abolition en 1848, elle n'a pas été sans conséquences sur l'Afrique. Donc, la traite négrière a eu plusieurs conséquences sur l'Afrique. Nous avons d'abord les conséquences de la traite arabe sur l'Afrique. La traite arabe a engendré de nombreuses conséquences. Les esclaves au Moyen-Orient étaient utilisés dans plusieurs secteurs d'activité. Les adultes étaient employés dans la réalisation des canaux, l'exploitation des palmeraies, le transport des marchandises, le manœuvrage ou l'engagement dans l'armée. En effet, les esclaves acheminés vers l'Asie ont été à l'origine du gonflement de la population asiatique. En outre, ils ont amené la civilisation africaine en Asie. De même, il y a eu un métissage de la population. La traite a permis le développement de la technique de production agricole telle que l'irrigation. Aussi, les canaux creusés par les esclaves ont servi à l'épanouissement de l'esclavage, de l'élevage et du commerce. La traite a été une source d'enrichissement pour l'Asie. Les Noirs, pris comme soldats, ont permis aux pays asiatiques de conquérir de vastes territoires et la création d'empires et de royaumes. Deuxièmement, l'on peut parler des conséquences de la traite atlantique en Afrique. Lorsque nous parlons de la traite atlantique, nous parlons de la traite européenne. Parce qu'il faut dire que la traite négrière était basée sur 3 fronts. On avait l'Asie, on avait l'Europe et on avait les Amériques. En Afrique d'abord, la traite négrière a laissé de nombreuses conséquences sur tous les plans, comme on peut le voir ci-après. Premièrement, les conséquences politiques. La chasse aux esclaves créa un état permanent de violence. La vente des esclaves permettait aux négriers d'acheter des fusils et de les utiliser pour capturer toujours beaucoup plus d'hommes et de femmes. Ainsi, les armes à feu se répandirent dans toute l'Afrique noire, provoquant à l'état chronique la violence intratribale et intertribale. Enfin, cette traite a déstabilisé des royaumes et empires à cause des razzias. On peut parler des conséquences économiques de la traite négrière sur l'Afrique. Le départ
de tant d'hommes et de femmes a gravement désorganisé l'économie de l'Afrique, car les négriers choisissaient des personnes les plus valides, c'est-à-dire celles qui auraient été nécessaires au bon fonctionnement de l'économie africaine. De nombreux Africains abandonnaient leurs activités pour se consacrer au commerce des esclaves, qui était plus lucratif à l'époque. Donc il faut aussi noter l'afflux des produits européens utilisés pour le paiement des esclaves qui concurrencèrent gravement l'artisanat africain et provoquèrent son déclin. Il faudrait aussi parler des avantages, peut-être comment je vais expliquer cela. Il faut noter que la traite négrière a apporté aux Africains quelques bienfaits. Cette traite a favorisé les relations commerciales entre l'Afrique et l'Occident et a permis une ouverture des régions. En plus, l'Afrique a bénéficié de nouvelles plantes telles que le manioc, le papayer, le manguier, le maïs, etc. Et il y a aussi certaines espèces animales qui sont entrées en Afrique grâce à la traite négrière. On peut aussi parler des conséquences démographiques et socio-culturelles. Dans ce cas, on dira que la traite négrière a dépeuplé l'Afrique, car beaucoup d'Africains sont morts au cours des razzias et plusieurs millions de Noirs ont été déportés en Amérique, entre environ 50 millions et 100 millions de Noirs déportés pendant la traite négrière. La traite négrière demeure aussi l'une des causes de la famine de l'Afrique aujourd'hui, car ce continent a été vidé de ses bras valides. À travers cette traite, la culture africaine prend du recul au profit de la civilisation européenne. Voilà, il faut dire que parmi les conséquences, on peut également citer le fait que les Noirs ont été déculturalisés comme ça, avec le Cameroun notamment, qui a été placé sous condominium français-anglais, ensuite sous protectorat allemand. Actuellement, on rencontre, par exemple, dans nos écoles ou dans nos quartiers, des enfants qui ne savent pas parler la langue maternelle, mais qui s'expriment plus en français, en anglais ou en allemand. Bien sûr. Déjà, avant de revenir là, il faut aussi parler, je voudrais parler des conséquences de la traite négrière en Amérique. On va parler des conséquences politiques d'abord, parce qu'il faut que les gens comprennent bien qu'on situe la traite négrière dans son contexte, parce que beaucoup d'Africains ne savent même pas qu'il y a eu une traite négrière. C'est ça la réalité. Si vous posez la question à savoir c'est quoi la traite négrière à plusieurs de nos jeunes frères et jeunes sœurs, ils vous diront que la traite négrière c'est quoi? C'est quoi? C'était le nom d'un apôtre ou quoi? Vous voyez. Donc en Amérique, sur le plan politique, les esclaves noirs ont joué un grand rôle dans les mouvements d'indépendance. C'est le cas de Toussaint Louverture, un descendant des esclaves noirs qui a été à l'origine de l'indépendance d'Haïti en Amérique latine. Les Noirs ont participé également à la guerre de sécession qui a opposé le nord et le sud de l'Amérique de 1860 en 1865. Les conséquences, la traite négrière a aussi eu des conséquences économiques aux États-Unis. Par exemple, les Noirs ont permis l'expansion du continent américain. En effet, la force du travail des Noirs a littéralement propulsé l'économie des pays. Pour l'agriculture notamment. Oui, il s'agit essentiellement des États côtiers latino-américains, du Brésil surtout, les îles dites continentales et de l'Amérique du Nord. L'économie brésilienne s'est construite grâce aux millions de Noirs qui ont travaillé dans les plantations. Également, la richesse initiale américaine s'est construite à partir du roi coton, dont les États du Sud assureront 75% de recettes d'exploitation aux États-Unis d'Amérique. Ainsi donc, c'est la sueur, les larmes et le sang des millions d'esclaves qui ont permis l'accumulation primitive des capitaux nécessaires au décollage de la puissance américaine. On peut parler de la conséquence démographique et socio-culturelle de l'esclavage en Amérique. Sur le plan démographique, des millions de Noirs y sont restés. Ils constituent aujourd'hui une importante communauté, en partie métissée avec les autres populations. Sur le plan social, la traite négrière a contribué au peuplement de l'Amérique. En effet, vous savez, de nombreux esclaves se sont multipliés sur ce continent. Sur le plan culturel, les Noirs apportaient avec eux leur danse, leur chant, leur culture, leur tradition. Comme exemple, on a la samba brésilienne. Nous avons les chansons antillaises, nous avons le rasta, nous avons le reggae.
on a qui ont une origine africaine. Vous avez aussi le vaudou, par exemple, qui est une culture africaine qui a été emmenée en Afrique, en Amérique latine. Maintenant, sur le plan de l'Europe, les conséquences de la traite négrière. Il faut noter déjà que la traite négrière a joué un rôle très important dans le développement économique de l'Europe. Elle a permis aux différents pays européens d'accumuler des capitaux considérables réinvestis lors de la révolution industrielle. Les entreprises européennes qui vendaient des produits nécessaires à l'achat des esclaves voyaient accroître leurs débouchés. Les ports comme Nantes et Bordeaux en France, Amsterdam aux Pays-Bas prospéraient grâce à la traite négrière. Sur le plan culturel, les Noirs ont apporté avec eux leur tradition, leur religion et leurs arts. Donc, en conclusion, il faudrait dire que pendant les différentes traites, l'Afrique a été exploitée comme une vache laitière. Ce trafic a enrichi l'Europe, l'Amérique et les pays arabes. Pourtant, l'Afrique a été dépeuplée et vidée de ses richesses. Plus tard, des luttes vont permettre de supprimer ce trafic négrier considéré comme un crime de l'humanité de nos jours. Mais cependant, de tous ces pays qui ont dévasté l'Afrique, notre beau continent, combien sont venus pour demander pardon aux Africains? Donc je pense que, vous savez, lors de la guerre d'Algérie, par exemple, la France s'est trouvée forcée de demander publiquement pardon aux Algériens. Lors de l'Holocauste, avec le système nazi, le monde a dit rien ne s'est passé. Mais finalement, il y a eu une demande de pardon de l'humanité aux Juifs, reconnaissant qu'il y a bel et bien eu un génocide et un crime contre l'humanité. Donc, mais quand est-ce que l'Europe, quand est-ce que l'Asie, quand est-ce que l'Amérique, les Amériques viendront pour demander pardon à l'Afrique? Au contraire, on veut effacer les traces de l'histoire. On veut faire comprendre aux générations d'aujourd'hui que rien ne s'est passé, que ce n'était qu'un accident historique. Ce n'était pas un accident historique. Et je crois que nous exigeons une demande de pardon de la part de toutes ces nations qui nous ont exploités, qui nous ont vidés, qui ont ruiné nos ancêtres, qui ont pillé nos richesses et qui nous ont affaiblis. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut aussi considérer que la traite négrière est comme ça à l'origine de la crise anglophone actuelle au Cameroun, parce que on a des anglophones qui réclament comme ça une indépendance. Or, à la base, le Cameroun n'est pas vraiment francophone et anglophone, c'est juste comme ça les séquelles de la colonisation. Il faut déjà noter que je ne pense pas que la crise anglophone quelque part, elle peut avoir une retombée lointaine reliée à la traite négrière, ça veut dire qu'à la colonisation de l'Afrique. Parce que vous savez que le Cameroun était divisé. Bien et sûr. Donc ce sont les Blancs, les Allemands, les Français, les Anglais qui ont divisé le Cameroun. Et puis ce Cameroun, il y a eu un Cameroun anglophone et puis il y a eu un Cameroun francophone, vous voyez. Et ceux du nord-ouest et du sud-ouest étaient appelés soit à se rallier au Nigeria ou alors à se rallier au Cameroun, vous voyez. Donc ce sont les Blancs qui nous ont divisés. Le Cameroun était plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a eu par exemple des problèmes avec la péninsule de Bakassi, où le Cameroun le Nigeria revendiquait la péninsule comme étant sa propriété et le Cameroun disait non, c'est notre propriété, vous voyez. Donc il y a beaucoup de Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui au Nigeria. Donc ça, on peut le dire, c'est une conséquence de la traite négrière par le partage de l'Afrique. Et il faut dire que la carte du Cameroun d'aujourd'hui n'est pas la même qu'avant. Et la carte de l'Afrique aujourd'hui, elle a aussi été modifiée. Et que les gens, les Européens, les Occidentaux et les Américains nous ont partagé comme si c'était un gâteau d'anniversaire, qu'on partageait chacun avec son territoire. D'accord, donc c'est un peu cela. Vous regardez par exemple la reine d'Angleterre aujourd'hui. Elle est reine sur l'Angleterre, mais l'Angleterre n'est pas plus vaste que le Commonwealth. Le Commonwealth, ce sont les territoires colonisés par l'Angleterre et qui aujourd'hui sont considérés comme l'Angleterre, comme partie intégrante de l'Angleterre, qu'on appelle le Commonwealth. Donc, c'est pour dire que pour eux aujourd'hui, nous sommes un gâteau qui se sont partagés. Voilà, on a aussi comme ça comme autre conséquence le racisme, parce que avec la traite négrière, les Noirs se sont éparpillés un peu partout et à la fin, les Blancs n'ont pas reconnu certains Noirs peut-être aux États-Unis d'Amérique comme étant des citoyens à part entière de leur pays.
il faut expliquer déjà que le racisme commence déjà par l'Europe. Vous voyez, ça veut dire que c'est par l'Ouest, c'est par l'Occident. Et il faut comprendre que c'est de là que le racisme vient. Ça veut dire qu'ils considèrent les Noirs comme des sous-hommes, enfin comme des animaux. Ils nous apparentent aux singes. Et quand vous lisez l'histoire de certains historiens éminents, que ce soit arabes ou bien européens, ils nous ont toujours apparentés aux singes, disant que nous ne sommes pas des hommes, nous sommes plus proches des singes que de l'humanité. Donc ils nous ont dévalués, ils nous ont sous-estimés, ils ne nous ont pas vus comme des égaux, comme des êtres humains. Et voilà pourquoi il y a eu la traite négrière. Ça veut dire qu'on nous a chosifiés, on nous a menti, on nous a trompés, on nous a dépouillés, on nous a marché dessus, on nous a uriné dessus, parce que nous ne méritions point l'attention ni l'honneur, parce que nous n'étions point à leurs yeux considérés comme des humains. Donc aujourd'hui encore, il faut dire que nous n'avons pas encore, la traite négrière peut-être s'est arrêtée, mais elle a pris d'autres formes. Elle a changé de nom, elle a changé de figure, elle a changé de pratique. L'homme noir, que ce soit en Asie, n'est pas considéré comme un être humain. Aujourd'hui encore, dans les pays arabes, nous ne sommes pas respectés. En Occident, nous ne sommes pas respectés. Aux États-Unis, le racisme aujourd'hui parle encore. Et je pense que face à tout cela, les fils de l'Afrique doivent se révolter et revendiquer leur humanité, arracher leur liberté et arracher leur humanité et retrouver leurs valeurs humaines. Donc, révérend prophète Ferdinand, est-ce que vous croyez que cette traite négrière a ressurgi en Afrique sous forme de néocolonialisme? Déjà, il faut dire que la traite négrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'elle s'est arrêtée et elle a pris une autre forme. Elle s'est arrêtée pour reprendre, non. Et cela a continué, ça a changé juste de forme. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a encore des razzias, il y a une chasse aux esclaves en Afrique. Voilà, donc il n'y a pas ça exactement, c'est pas exactement ça. Quoique ça existe encore. Vous savez ce que les Noirs ont subi en Libye dernièrement. Vous savez ce que les Noirs subissent en Arabie Saoudite. Nous savons ce que les Noirs subissent à Dubaï. Nous savons ce que les Noirs subissent dans certaines nations, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Donc nous le savons. Ce mépris n'a pas disparu. Mais parlant du néocolonialisme déjà, il faut commencer par comprendre ce que c'est que le néocolonialisme. Il faut dire que le néocolonialisme en lui-même déjà est décrit comme une politique impérialiste menée par une ancienne puissance coloniale vis-à-vis de son ancienne colonie, utilisant diverses méthodes d'influence et de domination à son propre intérêt ainsi que celui de ses entreprises. Le terme qui trouve son origine chez Jean-Paul Sartre en 1956 fut repris pour la première fois dans le discours de Kwame Nkrumah en 1965. Ce terme prolonge ainsi la notion de colonie entre les 16e et 19e siècles pour décrire les relations de domination post-coloniale. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est encore esclave. Elle n'est pas libre. Elle n'a pas retrouvé... le néocolonialisme vient avec les indépendances dans les années 50, 60, 70, 80. Vous voyez, lorsque l'Afrique, les Africains, avec certains pères du panafricanisme africain, ont commencé à revendiquer la libération du territoire, des territoires africains, et surtout la restauration du droit africain et des libertés africaines. Vous voyez. Donc, on a eu des pères du panafricanisme comme Sédar Senghor, on a eu comme Kwame Nkrumah ici, et beaucoup bien d'autres qui se sont distingués dans cette qui sont sacrifiés vous voyez. On a eu des panafricanistes comme Malcolm X, on en a eu comme Martin Luther King, on en a eu Félix Moumier. Voilà, donc et bien d'autres encore, Nancy Azikiwe, etc., etc. Donc ces personnalités africaines, ces pères de l'Afrique ont lutté et ils ont, beaucoup d'entre eux, payé de leur propre vie. Pourquoi? Parce que les méthodes néocolonialistes aujourd'hui, nous devons les comprendre. Ça veut dire que pour les présidents européens, quand nous regardons ce qui s'est passé dernièrement avec le président camerounais en France, et ce qui s'est d'abord passé en Suisse, la manière dont il a été, je veux dire, expulsé de la Suisse
la façon dont son droit de président n'a pas été respecté en Suisse et n'a pas été respecté en France, ça nous montre la manière dont le président français Macron tient les présidents africains. C'est-à-dire qu'ils sont ses parents, la manière dont il met la main sur leurs épaules, les pouces, etc. Ça nous montre tout simplement que pour eux, les présidents africains ne sont que des gouverneurs des colonies, de leurs colonies. Et c'est la vérité. Nos présidents n'ont pas de droit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autorité en réalité. Parce que lorsqu'un président veut se lever, regardons ce qui s'est passé avec Dadis Camara par exemple. Dadis Camara, lorsqu'il s'est levé, c'est vrai qu'il avait des comportements répressionnistes, des comportements parfois vulgaires et exagérés, mais cependant je prends le fond du panafricanisme et du nationalisme africain. Vous voyez, donc il voulait défendre son pays, la Guinée. C'est la Guinée, je pense, hein, c'est la Guinée, oui. La Guinée, donc il voulait défendre son pays et contre les blancs, et il voulait, par des méthodes parfois peu orthodoxes, revendiquer l'indépendance de son pays et surtout la liberté de l'Afrique et de son pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a renversé. Nous connaissons Kadhafi qui est venu avec des plans panafricanistes. Il a été renversé. Et dans toute autre nation où les dirigeants ont voulu, n'ont pas voulu des blancs. Regardons ce qui s'est passé avec... même en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, oui, avec Laurent Gbagbo. Il est où aujourd'hui? Il a été renversé par la France. Nous prenons le cas de... C'est Hussein de l'Irak. L'Irak, le président irakien... comment l'appelait encore? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ouais, Saddam Hussein était un nationaliste, il faut le comprendre. Saddam Hussein avait chassé les Européens et les Blancs et les Américains, et il avait nationalisé le pétrole irakien. Voilà la raison fondamentale pour laquelle les États-Unis vont attaquer l'Irak pour récupérer ces puits de pétrole. Et malheureusement pour eux, beaucoup de ces puits ont été incendiés par Saddam Hussein lorsqu'il a senti l'invasion être imminente. Donc, nous pouvons multiplier les exemples. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, à travers la Russie, dit non et constitue un réel problème pour l'Occident et pour l'Amérique. Pourquoi? Parce que il dit que on ne peut pas, il n'y a pas une autre nation qui ait imposé son hégémonie comme les États-Unis dans le monde aujourd'hui. La même chose avec la France. Donc dans chaque nation, les Français se sont imposés. Ça veut dire que, et quand vous regardez, l'Angleterre est attachée à ses anciennes colonies. Le Portugal est attaché à ses anciennes colonies avec sa langue qui est parlée. La France est attachée à ses anciennes colonies. C'est sous forme de coopération multilatérale. Voilà. Et nous n'avons pas de liberté économique aujourd'hui. Le franc CFA, et notre monnaie est fabriquée en France. Vous comprenez? Ça veut dire que notre économie, les taux financiers sont injectés par la France et décidés par la France. La BAT est gérée par la France. Vous voyez. Bon, il faut comprendre que nous n'avons aucune liberté. Quelle est la liberté? Si notre propre monnaie, on ne peut pas la faire. Nous n'avons même pas de liberté linguistique. Ça veut dire que mes enfants parlent français, nous parlons français. La francophonie est imposée en Afrique. La francophonie est imposée. La francophonie, c'est ce que nous appelons l'acculturation. L'acculturation, c'est le vol, l'abandon de sa culture pour embrasser une autre culture. Vous voyez, nous sommes des Français, nous mangeons français, nous parlons français, nous nous habillons français, donc nous ne sommes pas africains. Vous voyez, donc il est temps que nous retournions aux sources africaines. Nous avons une culture qu'il faut récupérer. Nous avons une civilisation qu'il faut récupérer. Nous avons une humanité qu'il faut récupérer. Nos terres ne nous appartiennent pas. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la présidence ivoirienne loue à la France son espace. Vraiment, c'est une folie. La majorité de nos sociétés aujourd'hui, ces sociétés sont privatisées par la France ou bien par ces puissances coloniales. Donc nous sommes esclaves, frères. On n'a jamais été libérés. L'Afrique n'a jamais été libre. Elle n'a jamais été libre de choisir sa voie. Elle n'a jamais été libre d'avoir sa monnaie. Elle n'a jamais été libre de mener sa politique comme elle entend. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, la démocratie nous est imposée. Mais ces nations elles-mêmes ne respectent pas la démocratie en réalité. Elles jugent de représailles, mais pour elles, c'est légitime. Mais pour quel pays africain, pour peu qu'on use de représailles pour ramener par exemple un média à l'ordre, parce que le média est en train de travailler, ça veut dire contre le gouvernement, ça dit que le média représente un danger public, alors on va dire que non, c'est la dictature. Mais pourtant, eux, ils jugent de représailles avec leurs médias, etc. Donc je pense qu'il faut... On a aussi décrié ça à la CPI, disant que c'était seulement les chefs d'État Voilà, africains. prenons le cas de la CPI, c'est un bel exemple aussi. Vous voyez, aujourd'hui, la CPI, allez amener Donald Trump à la CPI.
Et on comprendra que la CPI, c'est vraiment un organe indépendant et international. A amené Macron à la CPI. Quel ministre de cette nation, je ne parle pas de président, je parle de ministre. Quel ministre a été conduit à la CPI? Non. La CPI, majoritairement, juge les présidents noirs. On nous humilie. Une fois de plus, l'Afrique n'a pas de défense. C'est ça la réalité. L'Afrique n'est respectée par aucune nation. Donc, maintenant, on ne va pas se laisser aller comme des moutons. Non. Il est temps que les fils de l'Afrique se lèvent pour dire non. Nous mettons fin à l'esclavage et surtout au néocolonialisme. Nos dirigeants sont esclaves de l'Occident. C'est des élèves de l'Occident, en réalité. Ça veut dire qu'ils font leur politique comme l'Occident le leur demande. Allez, nous parlons aujourd'hui, on dit que tel président a plus de mandats. Oh, tel président a vieilli au pouvoir, le président africain renouvelle le mandat, on ne doit pas avoir plus de 2 mandats, etc. Vladimir Poutine a fait plus de 20 ans au pouvoir. Pourquoi les États-Unis n'enlèvent pas? Pourquoi c'est chez nous qu'on intervient pour enlever le président? Parce qu'on est le moins cher. C'est ça la réalité. Parce que pour eux, nous sommes des pions. Ça veut dire qu'ils mettent au pouvoir qui ils veulent, ils ôtent du pouvoir qui ils veulent, et puis ils mettent ceux qui servent leurs propres intérêts. La reine d'Angleterre, elle a combien? Sa mère est morte, elle avait plus de 100 ans. Elle était au pouvoir. Et maintenant, la reine Elisabeth II, elle est au pouvoir aujourd'hui, elle a près de 100 ans. Qui? On respecte, on la respecte. On dit non, c'est un régime semi-présidentiel et donc il est parlementaire, il faut respecter cela, c'est leur tradition. Pourquoi en Afrique on ne respecte pas ça? Vous vous souvenez que en République centrafricaine, le président, c'est comment on l'appelait? Seigneur, quel est son nom? Le président qui a voulu Bokassa, hein? Le président Bokassa a voulu réinstaurer la royauté. Il s'est établi roi. Immédiatement, la France l'a renversé directement. Donc, qu'on peut dire quoi? Pourquoi on ne va pas enlever la reine d'Angleterre? Il faut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils tentent ça, c'est la 3e guerre mondiale. Mais qu'ils le fassent en Afrique. L'Afrique n'a pas le pouvoir ni les moyens, que ce soit financier ou bien militaire, pour pouvoir se... Oh, le retard de l'Afrique est dû à quoi? La traîne négrière. Et ça, vous savez que l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, l'Afrique noire avait plus de développement que le Maghreb, sur le plan scientifique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, hein? Sur le plan culturel, etc. L'Afrique noire était plus avancée que l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord est plus développée que nous. Pourquoi? À cause de la traîne négrière. De même, on se moque de nous, on est des paresseux. Mais c'est parce que ceux qui étaient les plus forts en Afrique nous ont été arrachés. Plusieurs millions d'Africains ont été tués. On vous parle de 100 millions d'Africains déportés. Mais entre nous, le continent a été dépeuplé. Le continent a été vidé. Nous parlons d'une traîne négrière qui a duré près de 1000 ans. C'est-à-dire du 9e siècle jusqu'au 19e siècle. 10 siècles de dépopulation, 10 siècles de dénigrement, 10 siècles de destruction massive, 10 siècles de génocide, 10 siècles de meurtres massifs. Mais on n'en fait aucun cas. Je pense qu'il faut parler de ça à nos enfants. Il faut dire à nos enfants ce que nous avons subi, ce que notre continent a subi et ce qui continue de subir. Et se révolter contre cela et dire non au néocolonialisme. Nous voulons la liberté, nous voulons la libération totale de l'Afrique. Ça veut dire que s'il faut tuer, on doit tuer tous les Africains. Je pense que le pouvoir revient au peuple. Vous voyez ce qui s'est passé avec le Congo dernièrement, lorsque le ministre, je pense, je ne sais pas si c'est le ministre de la Santé, je ne sais pas c'est qui a annoncé l'acceptation des vaccins expérimentaux. Oui, contre le Covid. Lorsque la population s'est soulevée, elle a dit non, il est revenu sur ses décisions. Donc les Africains doivent comprendre, si nos dirigeants veulent nous vendre, nous devons dire non à cela. Si nos dirigeants veulent vendre la destinée des Africains parce qu'ils veulent le pouvoir, non, nous ne voulons pas de ce genre de dirigeants. Nous voulons des dirigeants qui vont défendre les valeurs africaines, qui vont défendre les fils et les filles de l'Afrique. Si tous nos dirigeants disent non, je pense qu'on va avancer. On a vu quelques cas de résistance. Par exemple, on va saluer l'Afrique du Sud, par exemple, qui a travaillé, qui aujourd'hui a la bombe atomique et qui est avancé sur le plan scientifique, etc. Je pense que c'est un modèle qui devrait être répandu dans d'autres nations africaines. Ben, est-ce qu'homme de Dieu, vous ne pensez pas que d'une certaine manière les dirigeants africains ont peur parce qu'il y a un rapport de force qui n'est pas équilibré mais plutôt déséquilibré? Oui, je pense qu'ils ont peur à dessein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il faut des courageux qui disent que même si on va m'enlever du pouvoir ou bien je veux me faire assassiner, je mourrai pour défendre les valeurs de ma patrie et les valeurs de mon continent. Si les dirigeants africains s'entendent pour lancer une attaque généralisée comme ça contre le colon, je vous dis la vérité, nous serons libérés. Vous voyez. Donc, écoutez, lorsqu'on parle par exemple des méthodes, les méthodes du néocolonialisme, il faut que les gens comprennent cela.
Hein? Les révoltes sont écrasées par des méthodes de contre-insurrection. Vous voyez, l'usage de la propagande de guerre permet d'obtenir le consentement des populations occidentales. Et de fait, les médias liés aux intérêts des grandes entreprises exploitantes et de vente d'armes taisent en grande partie les événements où les responsabilités des grandes puissances est directement concernées. Vous voyez, il faut comprendre que, d'autre part, des accords commerciaux avec les dirigeants faisant usage de la corruption, voire notamment la France-Afrique, des méthodes financières pour générer ou entretenir une dette odieuse que dénonce la KTM, c'est-à-dire le Comité pour l'abolissement des dettes illégitimes, et de façon relativement officielle des politiques économiques et culturelles appelées aussi impérialisme culturel afin de dominer des pays moins puissants. Selon certains, la simple domination économique revient à contrôler de facto les nations visées. Donc moi je pense que on a aussi la présence des décolonisations. Ça veut dire que vous avez la présence de l'armée dans les anciennes colonies, etc. Moi je pense que l'Afrique doit se libérer, elle doit s'émanciper. Aujourd'hui nous disons non au néocolonialisme. Il faut que tout le monde, que ce message puisse aller comme une traînée de poudre. Et ça vous savez, par exemple, regardons le plan de la pharmacopée. Vous savez qu'aujourd'hui, la pharmacopée africaine, c'est elle qui a enrichi la médecine européenne. Il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on vient prendre les plantes en Afrique, on va les transformer, et on les empoisonne même avec des produits chimiques. Ça revient avec plus de conséquences néfastes que bénéfiques. Mais nos plantes originales, on refuse que nous puissions les utiliser. Nous disons non à cela. Avant, il faut comprendre qu'avant que le colon arrive en Afrique, l'Afrique vivait et existait déjà. Et il faut dire que l'Afrique avait une espérance de vie élevée. Oui. Pourquoi? Parce que nous étions attachés à la nature, en réalité. Donc, et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité prend vie à partir de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on veut nous montrer que nous n'existons pas. Nous avons besoin, nous sommes comme des invalides. Nous avons besoin qu'on nous prépare à manger, qu'on nous le mette à la bouche, qu'on nous apprenne comment mastiquer notre repas dans la bouche, etc. On nous montre que notre science ne vaut rien, notre culture c'est zéro, nos connaissances pharmaceutiques sont zéro. La défense également militaire. Oui, zéro, etc. Donc, je pense que l'Afrique a eu ce retard à cause de la traite négrière, à cause de ces 1000 ans d'esclavage. Mais il n'est pas tard, selon la prophétie d'Ésaïe 19, le temps viendra où l'Afrique reprendra sa gloire. Ok, révérend prophète, que pensez-vous des vaccins expérimentaux en Afrique? Je pense que il faut comprendre déjà que nous ne voulons pas de vaccins expérimentaux parce que depuis longtemps, nos dirigeants ont accepté de livrer leur population comme des cobayes. Je sais au nom de quoi. Et je peux comprendre qu'il y a des menaces. Il y a des menaces au-dessus. Ça veut dire que si vous ne faites pas ce qu'on vous demande exactement, ça pose un réel problème. Vous voyez. Vous savez que maintenant là, quand quelqu'un touche éternue, ça, tout le monde ouvre les yeux. Donc on peut dire que je parlais de la pharmacopée africaine, vous voyez. Les vaccins expérimentaux en Afrique, depuis longtemps, ont battu le plein. Mais maintenant, nous refusons cela. Ça veut dire que nous disons, nous ne voulons pas être des cobayes. Il y a des choses, il faut apprendre l'histoire. En tant qu'Africains, mettons-nous à l'école de l'histoire africaine. Ça va nous permettre de comprendre les choses que nous ne comprenions pas, ou bien des choses que nous avons négligées jusqu'ici. Prenons le cas du docteur Hilary Koprowski. Voyez, qui dans les années 60 a testé le vaccin contre la polio au Congo belge. C'est juste après cela qu'il y a eu la pandémie du VIH. Vous voyez. Et pourquoi? Parce que ce vaccin a été fait à base des tissus des reins des chimpanzés. Et le chimpanzé, il a été prouvé, est le porteur de la forme primaire du VIH, du virus du VIH. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, le VIH a été introduit et inoculé aux populations africaines. Et vous savez aussi qu'il y a eu des confessions du côté de l'Afrique du Sud, des Blancs qui ont reconnu avoir inoculé volontairement le VIH à plusieurs nations pour réduire la population africaine. Donc, on peut prendre beaucoup d'autres exemples, des vaccins qu'on a appelés vaccins expérimentaux, mais qui en réalité comportaient des virus atténués,
mais parfois même muter pour devenir puissant dans le corps des Africains. Et le docteur qui a été condamné récemment, qui a été mené devant un tribunal récemment en Afrique du Sud, et son groupe a reconnu qu'ils étaient en train de chercher une arme biologique, c'est-à-dire une maladie qui ne tuerait que les noirs et qui se transmettrait que de noir en noir. Par quoi? Par le moyen des vaccins. Donc on ne peut pas toujours rester. C'est pas ce que Israël dit aujourd'hui. Lorsque nous avons été décimés par l'Holocauste, lorsque nous avons entendu que le système nazi était en train de préparer des moyens pour nous détruire, nous avons pleuré. Le monde nous a dit c'est des superstitions, c'est votre imagination. Et ils ont dit non, cette fois-ci, nous n'attendrons pas qu'une nation vienne nous détruire. Nous n'attendrons pas, nous n'écouterons pas lorsque le monde dira non, c'est votre imagination, nous nous défendrons. Donc nous ne dirons pas, après tous ces vaccins expérimentaux, après lesquels il y a eu des épidémies, nous ne dirons pas que non, nous n'avons pas appris de l'histoire. Nous voulons nous défendre aujourd'hui. Si nos dirigeants ne veulent pas nous défendre, nous nous défendrons. Nous dirons à nos enfants de se défendre. Nous dirons non à ces vaccins expérimentaux. Nous voulons être traités pas comme des animaux, pas comme des sous-hommes. Nous ne voulons pas que le Cameroun soit un dépotoir, le dépotoir de l'univers. Nous ne voulons pas que le Cameroun, l'Afrique soit comme, comment dire cela, un dépotoir composé de cobayes. Nous ne voulons pas être vus comme des cobayes. Nous sommes des hommes et nous sommes le berceau de l'humanité. En ce qui concerne par exemple la pharmacopée africaine, vous savez que la médecine africaine a prouvé sa place dans le monde. Mais aujourd'hui l'OMS combat la médecine africaine. Les grandes firmes pharmaceutiques combattent la médecine africaine. Pourquoi? Quoi qu'elles savent et le sachent que l'Afrique est le berceau même de la médecine mondiale. On a l'Afrique, on a la Chine par exemple, qui sont les deux repères, il y a aussi peut-être le Japon, qui sont les deux repères en pharmacologie dans le monde entier aujourd'hui. Donc, je vais vous donner juste un simple exemple pour vous montrer que nos connaissances sont rejetées. Il y a une grande politique financière derrière les firmes pharmaceutiques. C'est un jeu d'intérêt financier. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ça veut dire que les vaccins, c'est de l'argent. Les médicaments, les comprimés, c'est des milliards et des milliards qui quittent l'Afrique pour retourner vers l'Europe. C'est nous qui enrichissons l'Europe. Voyez, on veut nous tenir dépendants. On veut nous montrer que nos plantes naturelles, la quinine par exemple, c'est une écorce africaine. Artémisis. Si vous ne le savez pas, hein? Vous avez parlé de l'artémisis récemment. Oui, quand on parle d'artémisia, en fait là c'est différent. Je ne parle même pas de la plante dont vous parlez, de l'artémisia. Non, annua, l'artémisia annua, non. Il y a une écorce au nord chez nous, hein? Les cooks. Les cooks, voilà. Au nord là, on vend ça dans les bouteilles, c'est amer. On te verse ça, tu prends ton verre, tu bois. Hein? C'est une écorce qui détruit le plasmodium complètement. Vous voyez, ça détruit le paludisme dans votre sang. C'est fini. Et la même chose avec Artemisia annua. C'est une plante issue, issue de la Chine. Vous voyez. Je vais vous parler un peu. Laissez-moi vous parler un peu de l'Artemisia annua. L'Artemisia annua, vous savez, les États-Unis ont attaqué. Il y a eu la guerre du Vietnam, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Amérique a perdu la guerre du Vietnam à cause d'une plante qu'on appelle Artemisia annua. C'est cette Artemisia annua qui a donné la victoire Viet Cong sur les Américains. Pourquoi? Parce que dans la jungle, vous voyez, dans la jungle, quand il pleuvait, il y avait tellement de moustiques. Ça fait en sorte que les Américains mouraient et puis ils ont pris les ACT. Ça veut dire que les comprimés conventionnels, et ils s'en sortaient. Mais cependant, il y avait des rechutes. Ils rechutaient et plusieurs mouraient. Et le dirigeant Viet Cong a fait appel à la Chine, à son frère chinois. Et les Chinois leur ont envoyé des tonnes d'Artemisia annua sous forme de tisane. Et ils ont commencé à boire cela. Et l'Artemisia annua détruisait complètement le paludisme dans le sang, en sorte qu'il n'y avait pas de rechute. Donc les Vietcongs sont devenus plus puissants dans la jungle que les Américains. Voilà comment les Américains étaient obligés de fuir, pas seulement à cause des Vietcongs, mais aussi à cause du paludisme qui avançait. Donc, on peut dire que l'Artemisia annua est une plante venue de la Chine
et qui finalement a été déporté en Afrique, surtout sur l'île Madagascar. Il y a eu des grands projets de répansion de cette culture-là en Afrique, et même il y a eu un plan de répansion au niveau du Cameroun. Mais est-ce que vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement français et beaucoup d'autres gouvernements occidentaux ont interdit la culture et la consommation de l'Artemisia annua, disant que c'est une plante qu'il ne faut pas consommer parce que on ne connaît pas les retombées, on ne maîtrise pas les dosages. Qu'est-ce qui vous empêche donc de faire des recherches pour connaître le dosage? Ça pose un vrai problème. Ils disent que non, c'est interdit, c'est une plante interdite par l'OMS. Pourquoi? C'est pas parce que c'est une plante nocive, non. L'Artemisia annua n'a aucun effet secondaire. Or, les comprimés que nous prenons aujourd'hui ont des effets secondaires qui peuvent conduire à la mort, à la destruction des reins, du foie, etc. Donc, mais l'Artemisia annua aujourd'hui à Madagascar et au Congo a été cultivée. Un jeune médecin congolais a pris cette plante et est allé pour faire sa thèse en France avec. Il a apporté dans son université, je ne vais pas dire son nom ici, pour question de sécurité, il a amené la plante dans son université et ses professeurs ont fait des recherches, ils ont fait des études. On a pris des médicaments conventionnels et on a pris un nombre de personnes souffrant du paludisme et on a pris l'Artemisia annua et on a donné ça, administré ça à ce groupe de patients et là les ACT à cet autre groupe de patients. Et puis ceux qui avaient pris les ACT, c'est-à-dire les comprimés conventionnels, eux, dans leur corps, on a trouvé que le plasmodium était encore présent, mais seulement il était peut-être endormi. Ils ont fait des rechutes. Mais ceux qui ont pris l'Artemisia annua, eux, il n'y avait plus de traces de plasmodium dans leur sang. Mais l'OMS le sait. Le gouvernement français le sait. Finalement, ce jeune docteur a été chassé de la France. On a confisqué son cahier de recherche. On a confisqué les échantillons d'Artemisia qu'il avait. Et aujourd'hui, dans son pays au Congo, il est presque vénéré. Parce que le paludisme a presque disparu de là. Donc, il y a beaucoup d'autres plantes en Afrique qui peuvent la tisane. Vous voyez, il y a ce que les gens doivent comprendre en ce qui concerne la contre-information, la désinformation. La désinformation, c'est quoi? Nous ne pouvons pas devenir dépendants de l'OMS. Nous sommes une culture. C'est pas comme si on n'avait pas une connaissance pharmaceutique. Il faut faire attention. Mais on veut nous montrer que nous sommes dépendants. On est comme des bébés. Comme un nourrisson à la mamelle, il faut tout lui faire. Il faut lui montrer comment il doit le nourrir quand on veut, ou bien le laisser affamer quand on veut, lui donner l'eau quand on veut. Mais quand il désire de l'eau à boire, il ne peut pas en avoir tant qu'on ne vient pas lui en donner. Non, on refuse cela. Hein? L'OMS connaît que nous avons des plantes médicinales, mais ils ne veulent pas que nous utilisions ces plantes parce que c'est des milliards et des milliards d'euros et de dollars de pertes. Vous imaginez? Imaginez-vous que toute l'Afrique se tourne par exemple vers la plante Artemisia annua pour guérir le paludisme. Et vous connaissez combien de milliards quittent de l'Afrique pour aller en Europe? Parce que nous cherchons à nous guérir du paludisme seulement. Donc moi je pense qu'il faut comprendre ces choses-là. L'Afrique aujourd'hui a enrichi le monde et continue d'enrichir le monde. C'est ce que nous appelons le néocolonialisme. C'est-à-dire que on va venir prendre nos écorces ici, vous avez où c'est écouk, on va remonter avec, on prend notre ndolé ici. On va aller retirer le principe actif qui lutte contre le paludisme dans le ndolé. On vient nous revendre ça avec des produits chimiques dedans qui vont même nous détruire. Donc l'Afrique doit se mettre debout et les fils de l'Afrique doivent dire non au néocolonialisme sous toutes ses formes. Voilà, homme de Dieu, pour conclure, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je suis africain et je suis heureux d'être africain. Mon mot de fin, c'est que l'Afrique doit retrouver son honneur. Soyons fiers d'être africains, mes frères. Levons-nous. We are one people. Africa unite. Go ahead. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit s'unir. Laissons les guerres fratricides qui nous ont divisés. Ils nous ont divisés pour mieux régner. L'Afrique doit aller de l'avant. L'Afrique doit croire en ses valeurs. Nous avons une science, nous avons une médecine. Retournons-nous vers cette médecine. Moi, j'ai eu des attaques de palu, je ne sais pas si c'était le palu ou si c'était la grippe. En fait, je sentais mon corps bizarre. J'ai pris mon ginger, j'ai pris l'ail, j'ai pris avec ma citronnelle, avec le miel, le bon miel de Ngaoundéré Birabate. Et j'ai pris ça. Et je m'en suis senti bien. On va prendre l'Artemisia, on se sentira bien. Vous ne viendrez pas nous dire qu'on est fou. Viendrait pas nous montrer que notre science qui nous a sauvés, qui a fait de nous le berceau de l'humanité, est zéro? Non. Les Africains, longtemps, le blanc nous a formaté la conscience. L'Occident nous a formaté la conscience et nous pensons que c'est ce qui vient d'eux qui est meilleur. Nous oublions que c'est ce qui vient de chez nous qu'ils ont amené chez eux, qu'ils ont transformé pour nous revendre ça.
Les salons que nous achetons aujourd'hui, c'est le bois africain. On nous apporte des salons en copeaux. On vous vend un salon à 7 millions. Pourtant, nos salons que nous faisons avec le bibinga, avec l'iroko, avec le bois d'ébène, nous les vendons à 300 000. Tu as ton bon salon, 700 000. Et quand on nous vend ça à 700 000, nous trouvons que c'est cher. Pourtant, c'est des salons. J'ai un lit que j'ai acheté en 2003, qu'on a fait avec l'iroko. Ce lit existe jusqu'aujourd'hui. Ma petite soeur se couche dessus. 2003-2020, ça fait combien d'années? 17 ans. 17 ans. Le lit est neuf. Quel lit nous achetons importé là qui va durer 17 ans? Tu dors sur ça et le lit est toujours le même. Il adore toujours le Seigneur Jésus avec toi tous les matins. Il assiste à toutes les prières matinales. Donc il faut que nous comprenions. On nous a fait croire que ce que nous avions, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu as de l'or en main. On a dit, ah, c'est la saleté, c'est la saleté. Donc moi ça va jeter à la poubelle. On prend ça et on va s'enrichir avec. Non, nous connaissons désormais. Cette génération connaît la valeur de l'Afrique. Nous connaissons la valeur de notre patrimoine. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes plus intelligents que les gens peuvent le comprendre. Nous sommes plus intelligents que l'Occident peut le penser. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites ici en Afrique. On a tué nos frères qui ont fait ces découvertes. On a arraché leurs brevets. On a refusé de leur donner des brevets. Et on a attribué ces brevets à des blancs. Nous le savons. Donc, nous sommes un continent vibrant. Nous avons une jeunesse dynamique. Africa, stand and unite. Défendons l'Afrique. Africa, Africa, Africa. Voilà, homme de Dieu, il faut dire qu'on a aussi vu cela dans le domaine de l'alimentation avec les poulets congelés, par exemple, qui ont eu... On nous a empoisonnés, ma fille. Et les chaussures chinoises. Les chaussures chinoises, les poulets, on injecte le truc. Vous regardez les choses qui se passent. Moi, chez moi, il faut que les gens comprennent. Je mange le poulet du village. Je ne mange pas le congelé. Non, je mange le poulet du village. Je lève mes poulets à la maison. Mes œufs, c'est sur place. Ça pond sur place là. On me fait les omelettes avec. Je fais attention. Le poisson, je n'achète plus le poisson congelé. Non, je ne veux pas dans les comment on appelle ça, les poissonneries. Non, j'envoie qu'on m'achète le poisson où on pêche à Youpé, ou bien ici à comment ça s'appelle le quartier là où on vend ici à Mbopi. Non, Mvongbi. En Mvongbi, on m'achète les silus vivants. Là, je suis sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Beaucoup de repas que nous avons pris, des conservateurs qui produisent des cancers, d'autres produits chimiques qui produisent le cancer. Et il y a une recrudescence de cancer en Afrique ces derniers temps-ci. C'est-à-dire que le cancer se répand plus que le VIH. Les gens veulent nous faire comprendre que le Covid-19 aujourd'hui est une pandémie qui frappe tellement. L'Afrique n'est pas touchée par la pandémie là. Il faut que les gens comprennent cela. Parce que Dieu s'est levé pour défendre les Africains. Ça n'arrivera plus comme avant. Cette génération s'est levée. L'autel de Dieu a été transporté au cœur de l'Afrique. Les offrandes et les prières se lèvent comme des offrandes de notre Dieu tous les jours dans toutes les nations africaines. Actuellement, le monde n'a pas connu un réveil comme celui que nous voyons en Afrique. Donc ça ne peut plus fonctionner comme ça, frère. Ça ne marchera pas. Tous les plans que l'on fera, on nous dit, on parle des plans d'aide pour l'Afrique. On nous aide par rapport à quoi? Au Cameroun, on n'a pas 100 morts du virus. Et ceux qui sont même morts, c'est des gens qui venaient en Europe, là, de l'Europe, de là-bas pays à risque. Des pays à risque. On nous aide sur le... Au nom de quoi? Au nom de qui? Sincèrement, on nous aide, on a besoin d'aide. C'est eux qui ont besoin d'aide. L'Italie a besoin d'aide. 8000 morts par nuit. Mes frères, l'argent, allez leur donner, ça va leur faire du bien. Eux, ils ont besoin d'aide. L'Espagne a besoin d'aide. La France ne s'aide pas. C'est nous qui vient aider. Entre 2008 et 2009, lorsqu'il y a eu l'histoire du SRAS, je pense que c'est la grippe porcine en 2008-2009. Lorsqu'il y a eu cette histoire-là, la France a commandé à Sanofi de produire le vaccin contre cette grippe. C'était déjà le SRAS, c'est-à-dire le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, ils ont commandé, Sanofi n'a pas pu produire le vaccin en temps. Ils ont pris une firme étrangère, ils ont acheté 94 millions de doses de vaccins à raison de 7 € par dose. Ça fait 1 milliard. Pour vacciner tous les Français. Les Français leur ont dit non. Ils n'ont pas pu vacciner les Français. Et ils avaient prévu au moins 2,2 millions de Français qui allaient mourir. Il n'y a pas eu plus de 4000 Français qui étaient morts. Or, c'était comme les résultats étaient comme ceux d'une grippe saisonnière. On va nous dire qu'il y a urgence, on doit nous aider par rapport au Covid-19 au Cameroun, tandis que l'Afrique tout entière n'a pas enregistré plus de 300 morts. Entre nous, frères, le cancer tue 9000 personnes dans le monde par jour, par an.
Le paludisme tue au moins 500 000 personnes par an dans le monde. C'est ça une urgence. S'il faut nous aider, aidez-nous pour lutter contre le cancer, pas contre le Covid-19. Donc, moi je pense que le vaccin expérimental en Afrique, je dis non à ça. L'Afrique n'est pas un cobaye. Vous voulez faire les expérimentations sur vos gens là-bas, vous finissez ça, ok d'accord, faites ça là-bas. Sincèrement, il n'y a pas une urgence de vaccin en Afrique. Les gens qui doivent être vaccinés, c'est les Occidentaux et les Américains. C'est eux qui sont décimés. Le climat africain déjà nous met à l'abri. C'est ça la vérité. Et puis, il faut dire que notre métabolisme, la grippe, chez nous, on est habitué à la grippe. C'est la même chose qu'on nous a fait avec la grippe aviaire. Chez eux, la grippe aviaire, c'était une frayeur. Nous, on est nés dans la grippe aviaire, frère. Quand j'étais enfant, dès que la grippe aviaire attrapait un coq, maman disait que égorge-moi ça fait dire, tu cours, le corps ne connaît plus courir. Il est affaibli par la grippe aviaire. Tu égorges même pas la tête là quand tu commences. C'est ça qui nous a même fait grippe. Par la grâce de Dieu, c'est pour ça que l'homme n'est rien, l'homme est homme et Dieu est Dieu. Dieu n'est pas fou. Il a fait de l'Africain un noir. Il a fait de l'Européen un blanc. Vous voyez, le noir est noir. Ça veut dire que Dieu nous a donné de nous adapter à notre milieu de vie. Il nous a mis dans un climat tropical. C'est pour ça qu'on n'a pas de longs cheveux. Comme les blancs, on a des cheveux crapus. Pourquoi? Parce que pour résister au soleil. Eux, ils ont de longs cheveux, la peau est blanche pour résister un peu au froid, etc. Et vous venez nous dire que parce que notre peau est noire, on est des sous-hommes. C'est de la folie. C'est vous qui êtes des sous-hommes. Celui qui ne reconnaît pas la valeur d'un autre homme, c'est lui qui est un sous-homme. C'est lui qui n'est pas civilisé. C'est lui qui est un animal. Je pense que il faut faire attention. Nous avons le ndolé, nous avons le bikoko, c'est le bikoko, c'est quoi là? Ekok. Nous avons beaucoup d'autres écorces. Nous avons Artemisia. Nous avons beaucoup d'autres plantes qui peuvent assurer notre sécurité, mais je dis encore que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Maintenant, prenons le cas du Cameroun. Vous allez nous aider. Il y a combien de malades du coronavirus au Cameroun actuellement? Il y a combien de malades? Vous voyez? 658. Il y a peut-être, bon, 658, je ne sais pas trop. Bon, vous allez nous envoyer combien? Vous allez envoyer de l'argent, peut-être nous envoyer, je ne sais pas, 70 milliards de dollars pour aider des malades qui se guérissent déjà. Et avec seulement 9 décès. Hein? Avec 9 décès. Des malades qui sont guéris naturellement par la grâce de Dieu dans notre nation. Donc, je dis que ça cloche quelque chose quelque part. Quelque chose n'est pas normal quelque part. Pour après dire, ok, il faut des vaccins. Comme ces médecins-là disaient après pour s'excuser que l'Afrique, il y a des cobayes. On ne peut pas faire de l'Afrique cobaye. Quand des gens disent ça dans une chaîne nationale, frère, vous voulez qu'on reste tranquille comment? Quand quelqu'un dit en direct, parce qu'il est blanc, il s'assoit chez lui pour dire que pourquoi ne pas aller faire l'expérience de ces tests-là en Afrique, comme l'Afrique a toujours été des cobayes, le fait même parmi la population prostituée africaine parce qu'ils n'ont rien à perdre et tout cela. Donc, nos vies ne vous disent rien, ça ne marchera pas comme ça. Donc, nous disons non à cela et je pense que l'émission doit continuer prochainement. Voilà, et donc c'est la fin de cette émission. Merci homme de Dieu pour cet échange. Merci à vous, je suis très fâché. Voilà, nous allons donc clôturer ce focus. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de programmes sur nos chaînes. C'était le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Nous étions accompagnés par l'aspirante Bogmis Emmanuel. On parlait donc. C'est-à-dire que le nom lui-même, tu sens qu'elle est immunisée contre le coronavirus. On ne parle de vaccin. On parlait donc les Africains même déjà, c'est un bouclier contre le coronavirus. On parlait donc de la traîne négrière, ses causes, ses conséquences et le tout. À vous revoir très prochainement. Merci pour votre fidélité, votre attention. He's at the door.